Ce soir, à l'émission, Immigration Canada suspend le parrainage des parents et des grands-parents. Donc c'est pour les nouvelles personnes qui déposeraient, ne pourraient pas déposer en fait. Et les fermières de Saint-Eustache fabriquent des matelas de sol pour les itinérants. On va produire les tapis au crochet. En entrevue, je reçois Maxime Pelletier qui nous parle de la campagne des porte-clés 2025 de l'Association des amputés de guerre. On compte chaque année sur le soutien des gens. Je m'entretiens également avec Chantal Harrison à propos de la première journée de grève nationale dans les CPE. Le salaire n'est pas le même que si elles s'en vont dans un autre secteur. Enfin, Maude Pilon-Bernier vous invite à prendre part au défi Château de neige. Chaque personne faire son château, le prendre en photo, puis le mettre sur le site Internet du défi Château de neige. Bienvenue à Accès local. Mercredi 29 janvier 2025, bon début de soirée. C'est Claude Desjardins, compagnie de Clara Maté-Genet. Bonsoir Clara. Bonsoir Claude. Le ministère de l'Immigration du Canada suspend jusqu'à nouvel ordre toute demande de parrainage pour les parents et grands-parents. On va parler de cette décision, des impacts de cette décision-là sur la région, mais avant, dites-nous ce que c'est qu'une demande de parrainage et comment ça fonctionne. Alors, c'est un programme du ministère de l'Immigration du Canada qui permet à une personne vivant au pays de faire venir ses parents ou ses grands-parents de l'étranger pour qu'ils s'installent ici. La personne en question devra parrainer les membres de sa famille pour une période de 3 ans en suivant des réglementations très précises. D'autres programmes de parrainage existent également pour les époux, épouses ainsi que pour les enfants. Ce qui a été annoncé, c'est qu'aucune nouvelle demande de parrainage pour un parent ou un grand-parent ne pourra être déposée pour l'année 2025. Et comment on explique cette suspension? Alors, cette pause d'une année a pour objectif de traiter les demandes déjà déposées dont les délais de traitement ne font que s'allonger. 24 000 personnes devraient être admises cette année par le biais de ce programme. L'année dernière, 35 700 personnes choisies au hasard ont pu déposer une demande et au final, ce seront 20 500 d'entre elles qui seront acceptées. Marjorie Régimbault, qui est directrice générale de l'organisme ABL Immigration, nous dit quelques mots à ce sujet. Il y a 10 personnes en ce moment qui sont depuis 3-4 ans dans un dossier. Fait que, d'avoir coupé, en fait, d'avoir suspendu ça, c'est pour faire les demandes qui sont en cours en ce moment des personnes qui sont déjà dans le dossier. Donc, c'est pour les nouvelles personnes qui déposeraient, ne pourraient pas déposer, en fait, effectivement. Là. Mais celles qui sont déjà en cours, ça fait depuis 2020 à peu près, là, sont en attente de décision encore. Là. En 2023, ce sont 40 000 dossiers qui étaient en traitement. Au pays, le délai moyen de traitement d'une demande de parrainage pour résidence permanente des parents et grands-parents est de 2 ans. Au Québec, ce délai est plutôt de 4 ans. Alain Marginant, conseiller à la direction d'ABL, et Mme Régimbault nous expliquent les situations difficiles dans lesquelles beaucoup de personnes se trouvent. Dans les Basses-Laurentides, il y a beaucoup de gens issus d'immigration, mais de 10, 15, 20 ans, là, se sont établis à Montréal, puis on va vers la couronne sud puis la couronne nord. Et souvent, ces gens-là, il y en a plusieurs qui désirent faire venir leur mère ou leur père, souvent leur mère, à ce qu'on vit. Et donc, c'est sûr que les procédures sont longues, épuisantes. C'est une quantité énorme de dossiers qui amène finalement les difficultés là, qu'on connaît, puis les drames que peuvent vivre certaines personnes. Et là, maintenant, avec la politique américaine, ça risque peut-être pas de s'améliorer non plus. Là. Et autant pour les gens qui veulent déposer dans l'urgence aussi pour leurs parents, c'est sûr que c'est dramatique de se voir refuser, que c'est suspendu, puis c'est comme se couper l'herbe sous le pied, là. Fait que c'est comme, bon, qu'est-ce que je fais? Et tout ça s'inscrit, Clara, dans une volonté du fédéral de freiner certaines vagues migratoires, c'est ça? Oui, Claude, d'autres mesures visant à diminuer le nombre d'étudiants internationaux et de travailleurs étrangers temporaires ont aussi été prises dans les derniers mois. Pour M. Marginant, ces décisions ne supportent pas une ligne directrice bien définie. Il n'y a pas une convergence très claire. Le gouvernement canadien accélère, met les freins, accélère, met les freins. Trudeau fait un discours, on revient en arrière. Donc, le gouvernement du Québec réagit, agit, réagit. Donc, on est un peu dans un contexte où les gens subissent, à mon avis, ces enjeux-là, finalement. C'est de l'incertitude. L'organisme ABL, de son côté, n'offre pas de conseils légaux dans les demandes d'immigration, mais peut tout de même apporter du soutien aux personnes qui en ont besoin. Merci, Clara. On se revoit plus tard dans l'émission. On va parler d'un beau projet des fermières de Saint-Eustache. À plus tard, Claude.
Le premier ministre François Legault a procédé hier à des ajustements au Conseil des ministres. Sonia Bélanger, députée de Prévost et ministre déléguée à la Santé, ajoute à ses fonctions celle de ministre responsable de la région des Laurentides. Cette responsabilité, tenue depuis octobre 2022 par Benoît Charette, député de Deux-Montagnes et ministre de l'Environnement, passe désormais entre les mains de Mme Bélanger, qui est également ministre responsable des aînés. 4 jeunes adultes pourront s'envoler vers Annecy en France du 30 juin au 30 juillet prochain en participant au programme de stage Séjour Découverte dans le cadre du pacte d'amitié entre la ville de Sainte-Thérèse et la ville d'Annecy. Pour être admissibles, les candidats doivent être âgés de 18 à 30 ans, être résidents de Sainte-Thérèse ou étudier à temps plein dans une institution scolaire située sur le territoire thérésien. Il est possible d'envoyer sa candidature jusqu'au 28 février prochain. L'Association des amputés de guerre lancera sous peu sa campagne des porte-clés 2025, en même temps qu'elle soulignera le 50e anniversaire du programme Les Vainqueurs. Il connaît bien l'organisme puisqu'il y travaille, tout comme il est bien placé pour nous parler de ses bienfaits. Je m'entretiens avec Maxime Pelletier, spécialiste réseau à la division des services informatiques de l'Association. Monsieur Pelletier, bonsoir. Bonsoir. Bien, je pense que la meilleure façon, je l'ai un peu dit en introduction, là, la meilleure façon de présenter le programme Les Vainqueurs, c'est de parler de votre expérience personnelle. Vous êtes vous-même né amputé des 2 bras. Alors, quelle importance a pris le programme Les Vainqueurs dans votre vie? Je vous dirais, j'utiliserais le mot fondamental et ça serait peut-être même pas assez grand pour dire qu'est-ce que l'association a fait pour moi. Donc, comme vous l'avez dit et comme les auditeurs le remarquent sûrement, je suis amputé des 2 bras et ceci depuis la naissance. Ouais. Et donc, moi, je suis né, juste pour situer les gens un peu dans une ligne du temps, je suis né dans les années 80. Et puis, à cette époque-là, moi, je viens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, il n'y avait pas un grand réseau de soutien et même des gens amputés comme moi, il n'y en avait tout simplement pas. Et nous, on a été mis, ma famille et moi, on a été mis en contact avec l'association, j'avais même pas 1 an, je pense. Et à partir de ce moment-là, on a été invités dans les événements de l'association et c'est là qu'on s'est rendu compte, mes parents et moi, que, il y avait d'autres personnes amputées dans le monde, il n'y avait pas juste moi, et que chacune de ces personnes-là, finalement, lorsqu'elles étaient plus vieilles, avaient une vie pleine et entière comme tout le monde. Et c'est là qu'on a commencé à réaliser finalement que même si j'étais né sans les 2 bras, j'allais avoir accès aux mêmes opportunités que les autres, aux mêmes chances que les autres. Mais là où j'allais avoir besoin d'aide, l'association était là et le programme Les Vainqueurs était là pour moi. Donc, c'est pour ça que je suis un bon porte-parole. Là. Fait que pour les gens qui se demandaient peut-être pourquoi est-ce que le spécialiste réseau fait une entrevue, c'est parce que l'association m'a aidé dans mes études et maintenant j'y travaille. Mais d'abord et avant tout, j'ai été un vainqueur avant et j'ai été un porte-parole de l'association avant toute autre chose. Donc, c'est encore dans les choses qu'on aime le plus faire. Très beau résumé. Il y a tout l'aspect financier et matériel qui prend beaucoup de place là, dans la vie des personnes amputées. Parlez-moi du soutien moral ou peut-être même psychologique qu'on peut aller chercher du côté de l'association. La philosophie de l'association, lorsqu'elle a été fondée en 1918, après la Première Guerre mondiale, c'était il n'y a personne de mieux placé qu'un amputé pour en comprendre un autre. Oui. Et donc, depuis le tout début, nous, on s'est toujours dit, des amputés, c'est pas si compliqué que ça, finalement. Mets-en 2 ensemble ils vont se comprendre de façon intime sans même avoir à se dire quoi que ce soit. Donc, ça a toujours été l'aide que l'association et l'angle qu'on a pris, c'est le soutien entre les pairs. Donc, d'un amputé à l'autre. Même si on n'a pas la même amputation, à la fin de la journée, il nous manque quand même le même membre ou un membre différent, mais notre cheminement se ressemble beaucoup. Donc, c'est vraiment l'aide que moi, j'ai reçue, c'est celle-là par les pairs. De voir d'autres amputés plus vieux que moi, aussi amputés que moi ou moins amputés que moi, accomplir leur vie et faire comme, OK, elle, il lui manque une main, puis elle se fait une queue de cheval de cette façon-là, donc moi, je veux pas me faire une queue de cheval, mais si je veux me faire quelque chose, si elle, avec une main en moins, est capable, moi aussi, je suis capable. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on s'entraide, c'est vraiment de juste se montrer que l'amputation, c'est pas si un grand drame que ça. Donc, c'est ça, on peut bien vivre avec ça, on peut l'accepter. Monsieur Pelletier, je tiens à dire que votre organisme ne bénéficie d'aucun programme de subvention. Tous les services que vous rendez sont financés par des dons publics. J'en arrive à la campagne des porte-clés, des plaques porte-clés 2025. C'est un exercice qui est très connu. Ça existe depuis 1946, je pense. Je vous laisse quand même nous le présenter puis nous expliquer comment ça fonctionne. Je vous remercie beaucoup d'avoir dit que, comme organisation, on ne recevait aucune subvention du gouvernement parce que c'est effectivement le cas. Donc, depuis nos tout débuts, on a toujours été indépendant du gouvernement. Donc, nous, on est un organisme privé, pour être bien honnête. Donc,
On compte chaque année sur le soutien des gens. Donc, vous l'avez dit, depuis 1946, on a le service des plaques porte-clés. Le service était d'abord et avant tout une façon de, oui, se financer et également d'offrir un emploi à des personnes qui étaient amputées. Donc, si on revient encore dans le temps, en 1946, on est à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a une quantité phénoménale de gens qui arrivent avec des amputations au pays. Il faut leur trouver un emploi. Et l'association, on a eu une idée brillante de se dire, les gens ont des clés. Lorsque tu perds tes clés, c'est quand même complexe, c'est quand même dispendieux. Et ça, on se disait ça en 46. Imaginez aujourd'hui avec les gugus électroniques qu'on a sur nos clés d'auto. C'est ce qui nous permet encore à ce jour d'offrir tout ce qu'on offre comme soutien, que ce soit le port des prothèses ou tous les programmes que l'on offre. C'est vraiment grâce à la générosité du public qui, année après année, répond présent. Et encore, comme vous l'avez dit, cette année, là, notre campagne se lance là, dans les prochaines semaines. Et tous ces services là, que vous rendez, les gens pourront en prendre connaissance sur votre site web. L'entrevue achève, on aurait pu parler encore longtemps. J'invite les gens donc à aller visiter votre site web. Et si la proposition des plaques porte-clés ne leur convient pas, ils peuvent faire un don en ligne. Maxime Pelletier, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous remercie de nous avoir invités. Passez une belle journée. Bonsoir. La Ville de Sainte-Thérèse lance un appel de candidature en vue de la 3e édition des prix Excellence Bénévolat. Cette reconnaissance a pour objectif de mettre en lumière des organismes et des individus qui se démarquent par leur implication bénévole dans les domaines de la culture, du sport, du loisir ou du soutien communautaire. Il est possible de déposer une candidature pour un organisme, pour soi-même ou pour un autre bénévole d'ici le 1er mars prochain. Les lauréats seront dévoilés lors de la soirée reconnaissance des bénévoles qui se tiendra au mois d'avril. L'équipe de cheerleading des cheminots du Cégep de Saint-Jérôme a remporté le titre de championne mondiale dans la catégorie jeune élite lors des championnats mondiaux collégiales et universitaires de cheerleading tenus à Orlando, en Floride. Cette victoire revêt un caractère historique puisque la troupe menée par l'entraîneuse-chef Mélissa Crépeau-Dufour marque la première participation d'une équipe collégiale du Québec à cet événement. Plus de 35 établissements d'enseignement supérieur issus de pays comme les États-Unis, le Japon, l'Australie et l'Irlande étaient réunis dans le cadre de cette compétition. L'organisme Loisirs Laurentides invite la population à participer à son défi Château de neige. Maude Pilon-Bernier nous a préparé ce qui suit. Au niveau provincial, ça a débuté depuis 2019. Ici, en région, c'est la 6e année qu'on fait le défi en région pour les familles, les municipalités, les écoles puis les CPE aussi. D'où est partie la première idée de ce défi-là, de lancer ce défi-là à la communauté? Alors, au début, ça a commencé d'un projet à Matagami. C'était le projet Fort en famille. Depuis 2011, le projet a été réalisé. Puis ça a tranquillement pas vite, en 2014, devenu la première édition du défi Château de neige. Chaque année, le nombre de châteaux qu'on reçoit varie. L'année passée, même s'il n'y avait pas eu beaucoup de neige, on a quand même eu le meilleur taux de participation avec 144 châteaux dans la région des Laurentides. Comment on procède? Parce que je pense que c'est dans les maisons de chacun que le concours a lieu, mais est-ce qu'il y a aussi un endroit où est-ce qu'ils peuvent se réunir et construire directement un endroit où c'est vraiment à partir des maisons de chacun des participants? Ça dépend des municipalités. La municipalité d'Oka a fait un événement qui rassemble les familles. Puis eux autres, ils vont avoir un prix spécifique pour eux autres aussi. La municipalité va aller vers eux, mais ils vont être capables de se rassembler puis faire leur propre château même avec la municipalité. Sinon, c'est chez chaque personne, faire son château, le prendre en photo puis le mettre sur le site Internet du défi Château de neige. Ça peut être un château, une structure de neige qu'on construit. On le prend en photo et on va sur le site Défi Château de neige. On s'inscrit avec les informations nécessaires et une belle photo. Puis après ça, on attend le processus puis le tirage au sort le 16 mars. Est-ce que toi, tu as le temps ou la chance d'avoir vraiment un lien avec les participants? Est-ce que tu vas à la rencontre des gens? Je ne vais pas à la rencontre des gens, mais c'est moi qui, une fois les gagnants sélectionnés, c'est moi qui envoie le petit courriel, qui fait l'appel, leur disant qu'ils vont avoir un prix remis, puis quelle procédure faire pour aller chercher leur
cadeau, en fait. Cette année, c'est un petit peu différent. C'est pas toutes les régions de la province qui vont participer. Okay. Il y a eu une diminution du taux de participation. Mon rôle, c'est d'analyser la plateforme du défi Château de neige, de s'assurer que les châteaux sont bien sécuritaires, qu'il n'y a pas de tunnel ni de toit, puis en mesure de est-ce que le château est bien sécuritaire, loin de la rue. Si toutes les informations qui sont nécessaires sont bien remplies, puis par la suite, procéder à approuver sur le site Internet du défi Château de neige. Si on veut mettre de l'emphase sur le château, on peut utiliser du colorant, mais il faut s'assurer que si on prend des branches ou des feuilles d'arbres, qu'on n'est pas en train de détruire un arbre existant puis qu'on trouve ces matériaux-là par terre. Mais sinon, tout dans ce contexte-là est permis. L'année passée, j'ai eu un beau courriel d'une nouvelle famille immigrante qu'eux autres, c'était leur premier hiver et qui gagnent un prix, c'était vraiment le fun pour eux autres. Ils ont beaucoup apprécié puis ils voulaient le refaire cette année. Alors, on verra s'ils vont participer cette année encore une fois. J'imagine que justement, la température qu'on a cette année va aider à mousser les inscriptions. Sinon, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour vous aider à vous faire en sorte que les gens en parlent plus, participent plus pour le reste? Parce que je pense que les inscriptions s'en viennent. Peux-tu nous dire quand sont la fin des inscriptions pour le défi? La dernière journée, c'est le 10 mars qui s'en vient. Alors, on a encore un mois et demi. Avec les municipalités, ils peuvent les mettre sur leur infolette, leur site Internet, puis les panneaux lumineux aussi. Puis les journaux, ils peuvent en distribuer, faire la promotion de notre communiqué de presse, puis faire la promo de toutes les autres manières. C'est de bouche à oreille, ça va faire. Puis, les partenaires qui sont derrière ce projet-là, j'imagine qu'il y en a quelques-uns pour aider justement à ce que ça prenne de l'ampleur, à ce que ça soit bien impliqué dans la communauté. Est-ce que tu connais quelques partenaires qui sont derrière le projet? C'est le parc du Domaine vert, le parc régional Val-David, Val-Morin, le secteur Far Hills. On a aussi le parc régional Montagne du Diable et le groupe Rochon, Sport Expert à Saint-Jérôme, puis Rosemère et Saint-Sauveur, qui vont nous donner des prix pour les participants. Qu'est-ce que ça fait, en fait, c'est que c'est le plaisir d'aller dehors, de développer le vouloir, même s'il fait froid, d'aller dehors, de jouer, de bouger et d'avoir un plaisir l'hiver. Les gens peuvent aussi aller sur le site Internet du défi Château de neige, voir qu'est-ce qui est déjà fait en château et en fort et s'inspirer aussi de la nature, de voir qu'est-ce qui est déjà là. Un petit bonhomme de neige aussi, ça fait une sculpture. C'est n'importe où, tu vois, il y a quelque chose qui pourrait être fait et mis sur le défi. Les 13 000 travailleuses québécoises en CPE affiliées à la CSN ont tenu une première journée de grève nationale le jeudi 23 janvier. Dans la région, elles étaient un peu plus de 500 à prendre part à une manifestation tenue à Saint-Jérôme. On en parle avec Chantal Harrison, qui est présidente du syndicat des travailleuses en CPE, région des Laurentides. Madame Harrison, bonsoir. Bonsoir. Vous demandez au gouvernement d'accélérer la négociation et parmi les points de mésentente, il y a la question du salaire. Qu'est-ce qu'on demande? En fait, on demande un rattrapage salarial dans un premier temps et on demande également d'avoir l'IPC pour faire face aux hausses du coût de la vie. D'accord. Bon, il n'y a pas que la question salariale au cœur des négociations, mais si j'ai bien saisi la démarche, il y a beaucoup de problèmes là, qui en découlent, parce que ça rend, dites-vous, votre réseau moins attractif. En supposant que vous êtes d'accord avec ça, dites-moi ce que ça engendre comme problème. Bien, en fait, les cohortes au cégep sont presque vides. Ouais. Plusieurs cégeps n'offrent plus la formation. Parce que c'est la technique la moins payée, en fait, au cégep. Puis, c'est difficile d'avoir de l'attractivité quand on n'a pas les salaires, quand les éducatrices n'ont pas non plus des besoins, du soutien pour les enfants qui ont des besoins particuliers. C'est beaucoup ce qu'on demande aussi, d'avoir les moyens d'aider. Quand on parle de charge de travail plus lourde, est-ce qu'on parle de ça ou du ratio? Il y a la charge de travail due aux enfants à défis particuliers, mais pas que ça. Il y a aussi la charge de travail due à ce qu'on demande aux éducatrices en dehors de la présence enfant. On a à remplir des portraits d'enfants pour l'école et ce qui est tout à fait normal, mais la charge est plus grande et ça, on n'a pas plus de temps
pour le faire ou très peu de temps pour le faire. C'est quand même un travail qui demande beaucoup. Et souvent, les éducatrices font ça sur leur temps à la maison. Oui. Mais soit dit en passant, ils sont très appréciés, ces portraits-là. Oui, pour avoir une petite tout à fait. C'est essentiel, en fait, je pense, que ce soit fait. On ne conteste pas ça. Vous demandez aussi qu'il y ait des primes de disparité régionale. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, c'est pour les régions éloignées, comme la Madeleine, par exemple, Fermont, ou ces endroits-là, où tous les produits de consommation sont plus dispendieux à cause du transport et tout ça. Puis il y a souvent une très grosse différence. À la livre de beurre, elle peut être une fois et demie plus chère, là. Donc, ils ont le même salaire. On sait que dans d'autres secteurs, il y a des primes de disparité pour ces raisons-là. Donc, on demande la parité. La même chose, c'est ça. Vous demandez aussi, vous l'avez dit tantôt, un meilleur soutien pour les enfants qui ont des besoins particuliers. Meilleur soutien par rapport à pas de soutien du tout ou par rapport à un soutien que vous estimez inadéquat? C'est encore difficile d'avoir des techniciennes en éducation spécialisée dans les CPE parce que encore là, le salaire est pas le même que si elles s'en vont dans un autre secteur, comme dans le secteur scolaire. Pour la même qualification, le salaire est différent. Il y a quand même une grosse différence. Alors, les travailleuses que nous avons en éducation spécialisée, il y a une demande aussi au scolaire. Si elles ont l'opportunité de quitter pour un meilleur salaire, mais elles le font. Oui, et cette difficulté de recruter, cette pénurie de main-d'œuvre, elle se fait ressentir aussi dans d'autres secteurs, spécialistes en alimentation, les agents administratifs, là, c'est problématique. Tout à fait. C'est la même chose pour nos responsables à l'alimentation également. Elles quittent pour aller travailler dans des hôpitaux, où le salaire est différent. Et les contraintes alimentaires aussi, elles doivent faire face avec les allergies, les régimes alimentaires différents qu'on voit de plus en plus. Et elles sont vraiment... être responsable à l'alimentation dans un CPE, c'est une charge... c'est une grosse charge parce que un enfant qui a des allergies, si on lui amène un plat devant lui, ben il va pas le dire « moi je peux pas manger ça, je suis allergique ». C'est l'adulte là, qui doit s'assurer que ce qu'il a dans son assiette soit sans danger pour lui. Donc la marge d'erreur, il y en a pas. Ça demande beaucoup de préparation, beaucoup pour le peu de moyens qu'elles ont. Alors, il y a beaucoup de points à régler. Vous aviez un mandat de 5 jours de grève. Il y a eu, je sais, une séance de négociation hier qui ne s'est pas déroulée à la satisfaction du syndicat. Il y aura donc une journée de grève supplémentaire le 6 février. Exactement. On va être obligé de s'arrêter là-dessus. Chantal Harrison, présidente du syndicat des travailleuses en CPE Région Laurentide, merci beaucoup d'être venue nous visiter. Merci à vous. On est de retour avec Clara Matéjonet. Clara, le Cercle des fermières de Saint-Eustache a lancé un projet l'automne dernier pour confectionner des matelas de sol qui sont destinés aux personnes itinérantes. Vous êtes allé voir comment ça se passait. Oui, Claude, je suis allée discuter avec les bénévoles en question pour en apprendre plus sur leur initiative. Alors, je vous laisse découvrir ça dans notre reportage de ce soir. Le projet est parti avec un autre cercle, c'est Bois des Filions, qui avait mis sur Facebook leur exemplaire et le patron. Et en ayant cette belle idée, j'ai proposé à notre CAL, c'est le conseil d'administration local du Cercle de Saint-Eustache, si ça nous intéressait de copier ce projet. Et elles ont dit, bien, puisque c'est ton idée, c'est beau, elles étaient d'accord, et vas-y, porte-le de devant. Et j'en ai parlé aux membres, et c'est ces 4 belles personnes-là qui se sont joints à moi pour mettre le projet en action. On s'est dit, on va le faire. On va produire les tapis au crochet. Et on a pris le crochet numéro 10. Donc, c'est un gros crochet qui nous permet de faire des boucles un peu plus grosses,
plus volumineuse. Et naturellement, c'est un petit peu plus lourd parce que le travail demande quand même beaucoup de manipulation. Et chaque boucle devient un petit poids qui s'ajoute. Alors donc, on a fait ça. On en a produit 3 comme ça de même. Et ça s'est bien passé. Ça prend beaucoup d'espace et puis beaucoup de temps aussi pour le produire. Ce qu'on s'est aperçu avec le temps, c'est ce que avec le crochet, c'est ce que les dames disaient ça, mon Dieu, ça fait très mal aux épaules. J'ai un métier de tissu chez moi. Je vais un métier de tissu chez moi, on m'a l'essayé. Ça a été numéro 1. C'était beaucoup plus léger. Les personnes, quand on a donné les tapis au répit de la rue, ils étaient très contents parce que, mon Dieu, les itinérants, ils prennent ça puis s'en vont, ils se déplacent avec ça. C'est très bon. Avant de faire les tapis, ça prend le matériau. Donc, c'est des sacs de plastique. On utilise surtout les sacs de pain, les sacs de lait. Il y a les nappes de plastique aussi, qui sont bien pratiques. On en ramasse beaucoup. Nous, on en apporte, mais il y a plein de gens qui nous en donnent. Et puis, les sacs, on aime bien qu'ils soient propres, parce que c'est arrivé qu'il y en avait qui avaient des graines de pain. C'est moins agréable à plier et à couper. Bon, alors on les plie. Ensuite, on coupe les bouts. On assemble les sacs ensemble. On fait des belles boules. Pas des boules de neige, mais des boules de sac. Et puis, après ça, bien là, on les crochetait. Mais maintenant qu'on a quelqu'un qui peut nous montrer à les faire au métier à tisser, c'est beaucoup plus rapide. Et puis, c'est tellement bien fait, on dirait que c'est des Catalognes. Moi, je trouve ça tellement beau. C'est à peu près ça. Fait qu'on a besoin de sacs propres de la part des gens qui veulent nous en apporter. Regarde, là, quand on a la roulette, on mesure le 2,5 pouces. Mais quand on n'a pas la roulette, on peut faire ça pour que ça vienne exactement, tu sais, exact. Okay. On a chacun notre méthode. Ben non, oui, mais regarde, attends. La bienveillance fait partie des valeurs des fermières. Alors, quand on a entendu parler de ce projet-là, en plus que là, le temps froid s'en venait, on trouvait que c'était un projet qui tombait à point. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas aider les gens qui sont dans la rue, à l'extérieur, ou qui sont plus en difficulté. Alors, de là, l'importance de vouloir faire quelque chose qui, on sait, va pouvoir servir. Puis, en même temps, ça aide d'autres organismes qui aident ceux qui ont besoin. Nous, on est habitués avec tout ce qui est art textile. Alors, on mélange les deux ensemble. Ça nous a donné ce fameux projet-là qui a été bien reçu de la part du répit de la rue de Saint-Eustache. Et puis, c'est encore en étude, dans le fond, le projet. Là, on veut avoir un petit feedback là, de comment les gens reçoivent ça. Et puis, jusqu'à maintenant, on est bien heureuse parce qu'on va pouvoir continuer d'en produire à chaque année, au besoin. Il y a toujours un besoin. C'est important pour les fermières de partager, de transmettre notre savoir-faire en même temps. Et c'est une belle façon de le faire, là, de pouvoir, en plus, quand on sait que ça peut aider quelqu'un dans le besoin, ça vient nous chercher dans notre cœur. Voilà, Claude, avec le métier à tisser, les fermières ont pu couper leur temps de production de matelas de moitié. Jusqu'à présent, 14 tapis ont été produits et elles comptent en faire 10 de plus cette année. Formidable. Merci beaucoup, Clara. On se revoit demain. À demain, Claude. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. L'émission Ma banlieue suit à l'instant. Je vous invite également à consulter l'ensemble de notre programmation sur le tvbl.ca. Bonne soirée à notre antenne.